Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour un nouveau chapitre, cette fois-ci d'histoire, mais aussi de géographie. Ça va être la particularité, euh, puisque le thème est l'Europe, la construction européenne, que nous connaissons aujourd'hui sous la forme de l'Union européenne. Eh bien, je vous propose, de manière tout à fait originale, pour sortir un petit peu des sentiers battus, de mêler ensemble, dans cette fiche, l'histoire et la géographie. Alors, en fait, c'est pas si novateur que ça, hein. C'est ce qu'on appelle de la géohistoire. En général, c'est le fait de se servir de l'histoire pour éclairer la géographie et inversement. Vous verrez que sur ce thème, sur un certain nombre de thèmes, mais sur celui-là en particulier, les deux approches sont complémentaires. Il se trouve d'ailleurs qu'elles font partie du programme de troisième, ce n'est pas un hasard. Donc, comme nous avons commencé, nous sommes toujours en histoire et nous avons vu avec la décolonisation l'un des aspects de ce qui se passe dans le monde pendant la guerre froide. Eh bien, il se trouve que la construction européenne est un des effets de la guerre froide en Europe, car cette construction européenne, c'est-à-dire cette union de pays qui décident de mettre leur économie en commun, et peut-être davantage, et aujourd'hui en tout cas davantage, vient de cette prise de conscience de la nécessité d'une part d'arrêter de se faire la guerre, car ce qui nous unit est beaucoup plus important que ce qui nous divise, mais aussi dans le contexte de la guerre froide, de s'unir contre le danger soviétique. Et les États-Unis, les Américains, cela peut paraître surprenant aujourd'hui, mais ont joué un rôle assez important. En tout cas, ils ont incité les Européens à s'unir, à construire cette union. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'Union européenne est un des principaux concurrents économiques des États-Unis. Mais au départ, ils ont joué un rôle d'incitateur, dans la mesure où cela servait également les intérêts du bloc de l'Ouest dans cette lutte contre le bloc de l'Est qu'est la guerre froide. Voilà, donc on commence par la construction européenne. Donc toujours la présentation, que vous prendrez soin de recopier dans votre cahier. Et donc le grand 1, c'est l'histoire. Que furent les objectifs? Quels furent les objectifs et les étapes de la construction européenne? Donc une vidéo pour commencer, très bien faite, par le journal Le Monde, et qui va vous donner un certain nombre de dates avec des explications. L'objectif ici est de faire la frise sur le cahier, une frise qui doit être graduée, hein, je le rappelle. Donc comme on va ici des années à peu près fin des années 40 jusqu'aux années actuelles, mettez par exemple 5 carreaux pour 10 ans. Ça me semble une bonne graduation. 5 carreaux du cahier. Dans ce cas-là, retournez votre cahier. Et vous placez les dates en indiquant la date, bien entendu, et l'événement, le traité, les accords qui correspondent à cette date. Une fois que vous l'avez vu, cette vidéo, qui déjà va vous présenter beaucoup de choses, eh bien, vous allez voir, toujours vous en servir, mais surtout voir ce que le manuel propose avec les pages de cours qu'il présente. Et grâce à cela, grâce à la vidéo et au cours du manuel, vous allez pouvoir présenter et expliquer ces 4 dates. D'accord? Alors pourquoi celles-là? Parce qu'elles sont un peu plus importantes que les autres. La première, la CECA, c'est les tout débuts de la construction européenne, le moment où la France et l'Allemagne, qui se sont fait 3 guerres en moins de 100 ans, décident de se mettre d'accord pour harmoniser leur production et partager leur production de charbon et d'acier, sachant qu'à cette époque, ce sont les matières les plus importantes dans le contexte de la reconstruction. Dans l'économie de cette époque-là, de fin des années 40, le charbon et l'acier sont au cœur de l'économie. Donc, c'est un pas important et vont se joindre à eux d'ailleurs d'autres pays qui formeront ce qu'on appelle l'Europe des Six et qui signeront en 1957 le traité de Rome, qui est donc un traité ici qui met en place la communauté économique européenne, l'ancêtre de notre Union européenne qui, elle, est mise en place par le traité de Maastricht. Traité de Maastricht qui, vous le verrez, permet de franchir un cap et va essayer de donner à la construction européenne une dimension politique. Et puis, approfondir encore l'union économique avec notamment la mise en place de l'euro. C'est ce qui est décidé à Maastricht, lors du traité de Maastricht, dans le traité de Maastricht, et ce qui est mis en place en 2002 et que nous connaissons bien puisque c'est notre monnaie actuelle. Voilà. Donc je vous rappelle, pour mémoire, donc je vais revenir avec vous aux pages 136. Et voilà. Donc la page 136, le cours. Prenez le temps toujours de bien lire ici ce qui vous est expliqué. Vous avez ici le rappel du contexte, la CECA, et donc vous poursuivez. Ici, on va bien vous expliquer le traité de Rome qui met en place la CE, le marché commun. Donc tout cela entraîne un élargissement car beaucoup de pays voient que ça fonctionne bien en fait, cette communauté économique et vont souhaiter la rejoindre. Voilà, et on poursuit. On a également
d'autres parties du cours. Voilà, alors ici, c'est parce qu'on va avoir besoin de ce document. OK, donc, vous vous servez, voilà, et puis le paragraphe C, page 150, vous vous servez de ces pages de cours pour faire cet exercice. Ensuite, on va se poser la question de savoir ce que l'Europe apporte réellement aux Européens. Et en même temps, c'est la question des valeurs. Qu'est-ce qui est au cœur des valeurs aujourd'hui de la construction européenne? C'est le document dont je vous parlais un instant, et en particulier celui-ci, le document 1 de l'exercice 2. Qu'est-ce qui est au cœur et qu'aujourd'hui encore, on reconnaît comme l'un des principaux acquis de la construction européenne? Ensuite, vous verrez les dimensions économiques. Donc c'est le document 2, page 148, qui va vous les expliquer, puisque ces dimensions économiques, elles sont de plus en plus importantes aujourd'hui. L'Union européenne, on le verra en géographie, justement, a une place très importante dans le monde d'aujourd'hui d'un point de vue économique. Et il se trouve que l'approfondissement des liens économiques fait partie justement des objectifs du traité de Maastricht. Et donc l'Union européenne, telle qu'elle existe aujourd'hui, se donne des objectifs très très ambitieux en matière économique. Donc j'aimerais que vous citiez, ici c'est l'exercice, car le texte est un petit peu plus compliqué, mais vous êtes capable en revanche de citer un ou deux passages qui montrent justement que ces objectifs aujourd'hui de la construction économique, de la construction européenne, pardon, sont des objectifs économiques. Vous vous aiderez enfin du vocabulaire, page 148 et 3, page 149, pour expliquer ce qu'on appelle l'élargissement. Document 3, page 149, ce n'est pas le vocabulaire ici, mais voilà, document 3, voilà, ici la carte du document 3 va vous expliquer va vous montrer ici, c'est le but d'une carte, ce qu'on appelle l'élargissement. Et vous verrez également avec cette caricature quel problème éventuellement, même certainement, cela n'a pas manqué de provoquer. Voilà, d'accord? Donc on a ici, voilà, c'est la dernière question. Et donc on voit ainsi les principaux aspects de la construction européenne. Alors, quelle est la place de l'Union européenne aujourd'hui dans le monde? Cette union qui est donc le résultat d'une histoire, quelle est sa place? Eh bien, premier constat, et je vous demanderai ici, les petit 1, petit 2 et petit 3, de les écrire dans le cahier, vraiment, parce que ça c'est important, c'est une forme de petit bilan. Je constate que l'Europe est une grande puissance économique et commerciale dans le monde d'aujourd'hui. C'est ce que vous verrez à travers une carte. Alors cette fois-ci, vous irez à la page 346, c'est-à-dire dans la partie géographie de votre livre. Et notamment cette carte-là, vous voyez, on est dans un dossier qui s'intitule «L'Union européenne, un pôle économique majeur». Bon, on ne peut pas être plus clair, c'est vraiment un des grands pôles de l'économie mondiale, comme vous le montre ici cette carte et en particulier ce cercle-là. Regardez bien la légende, évidemment, et ce qu'elle nous apprend sur le poids de l'économie européenne dans le monde d'aujourd'hui. Ça, c'est l'objectif des deux premières questions, et ensuite vous irez voir le document 2 qui est juste à côté, c'est un tableau, et vous irez me dire quel indicateur, quelle ligne en quelque sorte, nous montre bien la richesse de l'Union européenne. Et puis, on croise avec le paragraphe A, page 350, avec la partie cours, un passage qui illustre ce que vous venez de relever, de constater, d'observer. Vous êtes maintenant habitué à ce type de questions, de le mettre en relation, de citer un passage qui illustre un autre document, ça vous savez faire. Petit 2, donc je note bien ici, je comprends que son influence politique dans le monde est très faible. Ce n'est pas une grande puissance diplomatique. C'est le grand défaut de l'Union européenne, du moins celui qui lui attire le plus de critiques. Elle compte beaucoup d'un point de vue économique, mais d'un point de vue diplomatique, on ne l'entend pas, ou pas assez aux yeux de certains. Elle ne défend pas suffisamment ses valeurs, qui lui sont propres et qui sont souvent semblables à d'autres pays. Il ne faut pas croire que nous sommes très différents, mais simplement, nous avons des valeurs propres, notamment de négociation, d'entente, de promotion de la paix, de promotion de la démocratie. Et sur ces thèmes-là, même si l'Union européenne essaye, elle se donne les moyens d'agir, pour l'instant, elle n'est pas encore très audible. Elle a du mal à se faire entendre. Pour quelles raisons? C'est une vraie question, et justement, vous allez lire attentivement le document 5, page 349, qui va vous en donner la principale... D'abord, rappeler quelle est cette faiblesse, et surtout l'explication. D'accord? Et pareil, vous allez chercher un passage qui illustre cette faiblesse diplomatique, mais à quoi c'est dû au juste. Et donc, ce n'est pas simplement dire qu'elle n'a pas un poids politique important. Il faut vraiment aller chercher la raison dans le document 5, page 349.
Voilà, je termine. Je prends conscience des écarts de richesse et de développement importants dans l'Union européenne. Donc là, c'est important de prendre conscience que tous les pays européens ont dit de l'Union européenne que c'est un pôle économique majeur. Oui, c'est vrai, hein, dans le monde, à l'échelle mondiale. Mais attention, si on regarde maintenant au sein même... Ah, je me suis trompé de page. Si on regarde, c'est page 31, pardon. Donc si on regarde au sein même de l'Union européenne, on voit que les écarts sont très importants. Voilà. Et d'où le titre ici de cette page dossier, l'Union européenne, un territoire de contraste. Contraste pour le PIB, où on voit que ce sont les pays d'Europe globalement, de l'Ouest et du Nord et central, qui ont les PIB les plus élevés, et en particulier l'Allemagne ici, mais également les pays qu'on appelle d'Europe du Nord-Ouest. D'autres parties, en revanche, hein, de l'Union européenne n'ont pas du tout ces niveaux de richesse, hein, équivalents en tout cas. Donc il y a de fortes inégalités qu'on va retrouver également dans les aides qui sont apportées aux régions, car l'Union européenne aide énormément en fait, hein. Beaucoup de pays bénéficient de ces aides aujourd'hui. On le voit ici où les aides sont très élevées. Ce qui ne veut pas dire que ces pays-là, dont le nôtre, n'en bénéficient pas. Nous recevons des aides. Nous avons beaucoup reçu de l'Union européenne, hein, de la construction européenne. La France a été une grande bénéficiaire. Elle n'est pas la seule, bien sûr, mais tous les pays, en fait, ont bénéficié des aides que l'Europe a pu leur apporter. Voilà, donc on termine en fait avec une vidéo qui, ici, va vous présenter, vous permettre d'abord faire quelques rappels sur le poids de l'Union européenne dans le monde, mais surtout vous permettre de comprendre ses institutions. Alors aussi ses objectifs en général, mais ces institutions, voilà, c'est la dernière ligne. Et puis faire la différence entre les compétences de l'Union européenne et puis les domaines de compétences qui sont toujours aujourd'hui conservés par les États. Parmi ces domaines, ils ne sont pas cités dans la vidéo, mais il y a la santé, hein, et ça permet de comprendre une des raisons pour lesquelles les pays ont avancé en ordre dispersé dans la gestion de l'épidémie qu'on a connue. On a beaucoup accusé l'Union européenne de ne rien faire. Mais en fait, elle ne peut pas faire grand-chose, ce n'est pas son domaine de compétence. Et donc, vous allez comprendre que les pays ont délégué des compétences à l'Union européenne, ce qu'on appelle des transferts de souveraineté. Ils ont accepté que pour certains domaines, eh bien, ils lâchent la main en quelque sorte, ils transfèrent, ils acceptent de se défaire de ces compétences-là pour mieux s'unir, hein. L'idée, c'est cela. Si par exemple on n'a plus la maîtrise de la monnaie, l'euro est une monnaie partagée désormais par beaucoup de pays de l'Union européenne, c'est pour mieux s'entendre et donc avoir une union renforcée. L'objectif, il est là, avoir des intérêts communs. Et avec, à terme, à long terme, l'idée que les Européens vont se sentir tellement d'intérêts en commun qu'ils vont former un peuple en quelque sorte, et qu'ils pourront ainsi se décider de leur destin, avoir des représentants à l'échelle européenne. L'objectif lointain, parce qu'on voit que ça se fait par étapes, est bien d'aboutir à une union politique et de renforcer cette union politique. Alors aujourd'hui, on avance lentement sur cette question car on voit que les peuples européens sont souvent très différents, n'ont pas toujours la même perception de ce qu'est l'Union européenne, ni les mêmes attentes. Et par conséquent, on comprend qu'il faut temporiser. Mais l'un des objectifs de l'Union européenne est de faire de l'Europe une véritable union. Voilà, donc on verra ce que donnera, hein, ce que ça donnera. Est-ce que l'avenir confirmera ces objectifs ou au contraire, est-ce qu'on s'en tiendra à des objectifs plus modestes? Ça, c'est l'avenir, c'est votre génération aussi, en quelque sorte, qui nous l'apprendra. Voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin, pour mieux comprendre le rôle des institutions, vous avez ces quelques questions, toujours sur l'extrait vidéo. Voilà, à nouveau une vidéo un peu longue, je suis navré, mais je n'ai pas tellement d'autres choix, hein, pour vous expliquer ce que je ne peux pas vous expliquer en classe. Et puis même en classe, je ne vais pas forcément penser à tout cela, pour bien vous expliquer également les types d'exercices, ce qui vous est demandé pour que vous fassiez bien votre travail, tout simplement. Bon courage, du coup, bon travail, et à bientôt. Au revoir.